Alors, il est temps de donner la parole à notre ami Roger Hollinde qui, comme je l'ai dit en présentant cette émission, vient de nous offrir un livre choc, un livre bombe, un livre absolument formidable qui remet à l'endroit l'histoire de France depuis 80 ans. Ça n'est pas rien. De 1935 à 2015, c'est vrai que c'est 80 ans de mensonges et de calomnies qui sont corrigés. Alors, Roger, là, tu as fait vraiment... C'est une somme, ce livre. Hein. Mais d'abord, bonjour à tous les amis qui nous écoutent. Oui, j'ai travaillé... C'est un des... que j'ai mis le plus de temps à écrire. J'ai mis 3 mois et demi. Mais après avoir travaillé longuement sur mes archives, sur les documents... et de toute façon, tout ce que j'écris, c'est irréfutable. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils regrettent que je l'ai écrit, mais... c'est la véritable histoire de France. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Ouais, ce sont des faits avec des dates précises. Voilà. Et je rétablis la vérité parce qu'il est quand même incontestable qu'aujourd'hui, en ce mois d'avril 2015, si on ouvre la télévision, nous n'entendons que des mensonges, parce que les communistes ont supprimé 20 ans d'histoire de France, les gaullistes ont supprimé ce qui les dérangeait, les socialistes ont supprimé ce qui les dérangeait, Marine Le Pen supprime ce qui la dérange, enfin tout le monde taille dans l'histoire de France, ce qui fait que ce qui reste, c'est incompréhensible, sauf pour les gens qui baratinent. On a un tas de spécialistes qui viennent à la télé, quand on les entend, bon, si on ne connaît rien de ce qu'ils racontent, comme la plupart des Français, bon, mais si on a un peu étudié, si on a un peu vécu la chose, eh bien, il est sûr et certain que ça n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. C'est pour ça que j'avais fait un chapitre que tu as cité d'ailleurs, la propagande Staffel. La propagande Staffel est de retour. Et je disais dans ce chapitre que, heureusement pour nous que les Allemands n'ont pas eu la télévision à leur disposition, parce qu'ils seraient encore présents. Là, depuis 2, 3, 4 jours, avec ce qui se passe au Front National, avec les bisbilles entre Marine et son père, je suis assailli par les journalistes. Donc, je refuse de donner des interviews par téléphone. Donc, je les reçois dans mon bureau. Et là, depuis hier soir, j'en ai reçu 4. Jeunes pour la plupart dans des grands journaux, donc ce ne sont pas des journaux qui embauchent n'importe qui. Et quand je leur dis que tout ce qui est raconté aujourd'hui est mensonger, ils ouvrent des yeux grands comme ça. Je dis, mais par exemple, là, on vient de fêter la libération de Paris, ça va continuer encore. Il y a de plus en plus de résistants. En 2015, il y a de plus en plus de résistants. On se demande d'ailleurs comment les Boches sont restés là pendant 5 ans, parce que Mimile, avec Jeune, t'as vu, on les a fait courir, les chleux, tout ça, c'est du baratin. Il y a eu des gens qui se sont battus, mais tu peux parler, toi, tu as été un des plus jeunes résistants de France. Je les ai vus, bon. je les ai vus de près, Alors, je disais donc à ces 4 journalistes que j'ai reçus depuis hier, je dis, mais est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que quand vous entendez la télé, vous entendez un tas de choses racontées, bon, vous n'opposez pas quoi que ce soit, parce que on ne vous a pas appris la vérité. Mais hier soir, il y avait un imbécile qui disait que le maréchal Pétain avait remis l'industrie française à la disposition des Allemands. Bon, je tiens à vous dire déjà à tous les 4 que c'est pas Pétain qui a ouvert les frontières, c'est pas lui qui a perdu la guerre de 40. Il n'a pas fait un putsch pour prendre le pouvoir. Ce sont l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en entier qui lui ont remis les pleins pouvoirs. Élus par le Front populaire d'ailleurs. Et
et c'est le président de la République de l'époque qui a nommé à ce poste-là le maréchal Pétain, et monsieur Jeannet, socialiste, conscience de la France et du Parti républicain à l'époque, a dit « Nous accueillons le maréchal Pétain pour qu'il remette la France debout sur un programme travail, famille, patrie. » Ça n'est pas Pétain qui a trouvé travail, famille, patrie, c'est un socialiste qui, dans son discours d'investiture du maréchal Pétain, a dit cela. Alors, le même hier soir disait Pétain a remis l'industrie française aux Allemands. Pétain a rien remis, on a perdu la guerre, c'est pas lui qui l'a perdu. Bon, mais je disais à ces 4 jeunes journalistes, est-ce que vous savez que dans le même temps, un convoi de voitures arrivait de Belgique, avec à son bord, avec d'abord tous les Oilwest, les laissez-passer nazis pour traverser l'armée allemande, puisque entre la Belgique et Paris, il y avait l'armée allemande, et ce convoi de voitures, dans ce convoi, il y avait tous les chefs du Parti communiste, réfugiés en Belgique. Bon, et ces chefs du Parti communiste, dès qu'ils arrivent à Paris, ils demandent aux Allemands, grâce aux accords entre Staline et Hitler, de faire reparaître l'humanité pour travailler à la cohésion internationale contre le capitalisme. Enfin, et qu'est-ce qu'ils disent je donne tous ces détails dans le bouquin, et je cite un tract du Parti communiste distribué à l'époque, disant aux ouvriers, n'écoutez pas vos patrons, s'ils ne veulent pas rouvrir les usines, vous les occupez et vous les faites tourner. Donc c'est Pétain qui a remis l'industrie française aux mains. Alors voilà, moi je suis pas pétainiste, je me réveille pas le matin ni la nuit en gueulant vive Pétain, mais j'en ai complètement marre, voilà. Et je dis aux Français qu'il est temps de rentrer en résistance. Il est temps de rentrer en résistance. Et avec ce qui se passe au Front National, eh bien, je dis que nous allons reformer un mouvement de la droite nationale, qu'on ne veut pas nous dire qu'on va faire perdre du temps. Les élections présidentielles, c'est dans 2 ans. On a, en 2 ans, largement le temps de mettre sur pied un parti qui présentera un homme ou une femme qui représentera les idées de la droite nationale. Parce que Marine Le Pen s'est prêtée à un petit jeu. Elle s'est prêtée au jeu de faire assassiner son père par les médias. Voilà. Alors ils ont eu la peau du vieux, qui n'est pas mort encore, mais maintenant ils vont essayer d'avoir la peau de la fille et ils vont la tuer. Absolument. Ils vont la tuer, Absolument. Mais avec elle, ils vont tuer les idées nationales. Alors moi je regrette, je n'ai pas été au Front National, et je n'ai pas participé à sa création pour avoir des places ou pour être député. On s'en foutait. On s'en foutait totalement. Et notre honneur, c'est d'avoir combattu pendant des dizaines d'années... Pour la France. Pour la France. Alors on vient nous dire aujourd'hui, oui, mais Le Pen ne voulait pas le pouvoir. Mais tout ça, ce sont des conneries. Je sais pas qui invente tout ça, mais enfin, moi, je n'ai jamais entendu dire ça à Le Pen. Je n'ai jamais entendu Le Pen nier l'Holocauste. Je n'ai jamais entendu Le Pen nier la peine des Juifs. Ce que Le Pen a dit, par contre, et ce que je partage avec lui, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui profitent de cette période de notre histoire pour en faire du fric. Et on peut quand même se poser la question, et ce livre de 600 pages pose cette question: pourquoi, en 2015, tous les jours, matin, midi et soir et toutes les nuits, c'est Pétain, Adolphe, l'occupation, la défaite et tout ça. Pourquoi? Mais pour quelle raison? Cher Roger Holin, je voudrais en revenir à ton livre, qui est un livre absolument passionnant, et c'est un livre, encore une fois, de vérité, qui remet les pendules à l'heure, qui remet, je le répète, l'histoire à l'endroit. Et c'est un travail colossal que tu as accompli, parce que comment dirais-je, de remettre de remettre dans leur vérité des événements, les innombrables événements qui se sont déroulés de 1935 à 2015, c'est quand même une œuvre absolument formidable. Alors, pour inciter les auditeurs de Radio Courtoisie, qui ne connaissent sûrement pas tout ce que tu remets, encore une fois, à l'endroit dans ton livre, je voudrais très vite résumer les principaux chapitres. Bon, ça commence un peu avant le Front populaire.
Tu parles du Front populaire, tu montres bien aussi l'aveuglement du Front populaire face à l'Allemagne qui se réarme à fond, alors que nous, c'est les 40 heures, c'est tout ça. Oui, mais les lois sociales, de préférence nationale sous le Front populaire. Même dès 1932, un gouvernement radical socialiste. Avec expulsion du moindre étranger, même en état de... Même régularisé, arrêté dans la rue à manifester, expulsé immédiatement. Tu rappelles aussi, ça n'est pas un détail, tu rappelles que le Front populaire avait refusé le vote des femmes en disant si on leur donne le droit de vote, elles vont voter du côté des curés. Oui. Bon, ça c'est une chose. Tu parles de la guerre d'Espagne, de la fausse neutralité de la France, qui a aidé les Rouges, responsables par les massacres qu'ils ont commis, notamment des massacres de milliers de prêtres et de religieuses qui ont été responsables de la réaction nationaliste, de la réaction de l'armée espagnole. Oui, parce que la réaction de Franco est venue très très tard. Voilà. Il a été républicain et loyal envers le pouvoir républicain très longtemps. Alors, à propos de Franco, tu as raison de dire, c'est scandaleux de le mettre, si j'ose dire, pardonnez-moi cette image un peu vulgaire, c'est scandaleux de le mettre dans le même sac que Hitler et Mussolini, etc., comme dictateurs. Parce que Franco, d'abord, il a participé, qu'on le veuille ou non, d'une certaine façon à la victoire alliée, en refusant en 1940 le passage de la Wehrmacht à travers l'Espagne, la Wehrmacht qui se serait emparée de Gibraltar et qui aurait certainement pu gagner la guerre contre l'Angleterre. Alors que si les Rouges avaient gagné en Espagne, au moment de l'entente Adolphe-Staline, eh bien, eux, ils auraient ouvert la frontière aux Allemands. Alors, Franco, on lui doit beaucoup. Et on lui doit d'autant plus que Franco a sauvé des dizaines de milliers de Juifs, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça, il faut quand même pas l'oublier, messieurs ceux qui crachent sur Franco. Là, on sait même par consulat et ambassade le nombre de... le nombre de laissez-passer que Franco a pu fournir. Je continue. Alors, par Pétain, tu as eu raison de rappeler qu'il avait été élu, encore une fois, par l'Assemblée, d'ailleurs, qui datait du Front populaire, par les deux chambres. On lui a donné les pleins pouvoirs. Et que Pétain, quoi que l'on dise, que l'on répète tous les jours, n'a pas été un traître. Il a fait tout ce qu'il a pu avec des moyens limités pour éviter le pire aux Français. Il s'est efforcé d'être un bouclier. Et tu as raison de dire que l'histoire de Vichy qu'on nous sert est l'histoire truquée, écrite par un Américain qui n'y connaissait rien, qui s'appelle Monsieur Paxton. Et moi, je peux rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que s'ils veulent être informés des vérités de cette époque, il faut qu'ils lisent d'une part les livres du général Le Groignec et d'autre part le livre du professeur François-Georges Dreyfus sur l'histoire du régime de Vichy, lequel François-Georges Dreyfus, nous l'avons tous entendu à plusieurs reprises dire, si je peux m'exprimer, il l'a dit au micro de Radio Courtoisie, il l'a dit dans des conférences, si je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous, c'est parce que je le dois au maréchal Pétain. Parce qu'il a évité la déportation grâce à des faux papiers que lui avait fournis un préfet de Pétain. Il faut ajouter que Pétain a toujours refusé que les anciens combattants juifs de 14 portent l'étoile jaune et que que les juifs n'ont jamais porté l'étoile jaune en zone libre, et même quand la zone libre a été réoccupée à partir de novembre 1942 par les Allemands, eh bien les Juifs n'ont pas porté l'étoile jaune. Je cite toutes ces dates. Voilà, tout ça est dans le livre de Roger Olin. Et tu as raison de souligner aussi que si Pétain n'avait pas signé l'armistice qui a permis à l'Afrique du Nord de rester hors de la guerre, eh bien il n'y aurait pas eu la possibilité de la reconquête de l'Europe grâce aux bases d'Afrique du Nord. Voilà. Et puis enfin tu rappelles aussi l'aide de Roosevelt donnée non pas à De Gaulle, mais à Giraud. Tout ça est... Je rappelle la mobilisation de 18 à 20 classes de pieds noirs. Oui. Tout y est. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de France. Chose importante aussi, encore une fois, après on cessera de parler de Pétain. Bien, le lendemain de l'entrevue de Montoire, on lui a tellement reproché d'avoir serré la main d'Adolf Hitler. Mais bon, il faut voir le côté ruse, bien entendu. C'était de la comédie. D'ailleurs, les historiens allemands ont écrit depuis que celui qui avait gagné à Montoire, ça n'était pas
Hitler, mais c'était Pétain. Et le lendemain de Montoire, Pétain dépêchait un ambassadeur extraordinaire auprès de Churchill qui s'appelle Louis Rougier pour leur dire « Nous restons vos alliés, etc. Il n'y a aucun problème, on ne change pas, on est obligé de... » Évidemment, hein, et ils étaient tout-puissants, ils étaient maîtres du pays. Alors tout ça, il faut pas l'oublier. Et donc, il y a eu la résistance secrète du maréchal, ça, on ne peut pas le nier. Et enfin, tu as raison de souligner que les vrais collabos, qui d'ailleurs traînaient Pétain dans la boue tous les jours dans leurs journaux, hein, c'était Jacques Doriot qui venait du Parti communiste et Marcel Déat qui venait du Parti socialiste. Ouais. Alors qu'on arrête de traîner Pétain dans la boue. Aujourd'hui, ils mélangent le gouvernement de Vichy et les mouvements collaborateurs qui étaient à Paris et non pas à Vichy. Et qui, encore une fois, n'arrêtaient pas de critiquer Pétain en disant il est trop mou, etc. Il s'engage pas résolument aux côtés des Allemands, patati patata. Alors là, des chapitres importants sont consacrés aussi aux trahisons du Parti communiste dit français, qui avait été interdit par Daladier après le pacte Hitler-Staline. Hein, tu rappelles tous les sabotages. Il faut rappeler que ce n'est pas le régime de Pétain qui a mis les communistes en prison en 39-40, c'est Daladier. C'est Daladier avec un gouvernement ici du Front populaire. Et les communistes étaient en prison et dans les camps, hein, pour haute trahison. Hein, et beaucoup de députés communistes, les 3/4 des députés communistes étaient soit en fuite, soit en prison, soit déportés en Algérie par le gouvernement démocratique de M. Daladier. Il s'était rendu coupable de sabotage dans les usines d'armement, et ensuite, alors tu insistes pour haute trahison. Sur les trahisons en Indochine, sur les trahisons en Algérie, etc. J'ai oublié une chose pour Pétain, j'y reviens un instant, pardonnez-moi à mes auditeurs, il faut quand même pas oublier. Il faut tout de même pas oublier que il a été accueilli au mois d'avril 1944 à Paris par des centaines de milliers de Parisiens qui criaient... 2 ou 3 millions de personnes sur le parcours. Voilà, vive Pétain. Peut-être les mêmes qui vont 6 mois plus tard... Voilà, c'est les mêmes qui sont 6 mois après pour De Gaulle. Vive De Gaulle. Mais enfin, le fait est là. Et enfin, tu rappelles quand même que Pétain a été arrêté par la Gestapo. Oui, ben j'explique sa déportation. Mais tout ça est oublié, Roger. En Allemagne, il n'est pas parti en Allemagne, il ne voulait pas partir. Et j'explique son enlèvement et tout. Et lorsqu'il est rentré en passant par la Suisse lui a dit « Nous vous accordons l'asile politique si vous ne voulez pas rentrer en France. » Et pourquoi les Suisses lui disaient « Nous vous accordons l'asile politique ?» Parce que Paris, le gouvernement de Gaulle de l'époque, qui venait de s'installer à Paris, demandait instamment aux Suisses de le garder. Gardez-le. Hein? Nous n'avons pas besoin de le revoir. Et De Gaulle a été consterné quand les Suisses ont dit « Mais le maréchal ne veut pas rester en Suisse, il veut rentrer à Paris pour défendre ceux qui n'ont fait que lui obéir. » Voilà. Et alors, tu parles évidemment du scandaleux procès. On va pas revenir sur tout ça. Il faut que les auditeurs lisent ton livre parce qu'il est absolument passionnant. On voit l'histoire telle qu'elle s'est déroulée et non pas telle qu'elle est truquée, manipulée par les... De toute façon, le procès Pétain a commencé par des accusations qui étaient presque toutes fausses. Hein. Il y a eu des interventions courageuses de beaucoup de gens qui sont venus dire, entre autres Lustano Lacco, moi je ne suis pas pétainiste, je ne dois rien au maréchal Pétain. Absolument. Mais je trouve honteux que ce vieillard soit là, seul, à répondre de choses dont il n'est pas responsable. Mais moi je ne lui dois rien. Mais je dis que ce n'est pas lui le responsable. Et dans la salle, tout le monde fermait sa gueule, tout le monde, et les jurés baissaient la tête. Voilà. Hein, c'est sûr et certain. Lui reproche, c'est ce fameux statut des Juifs, décision administrative regrettable. Ils l'ont quand même laissé crever comme un chien. Ouais. Hein. Et là, je cite à un moment, quand il est en prison, il est gardé par... Il y a beaucoup de gardiens qui sont là pour le garder, hein, parce qu'il est le seul prisonnier. Et tous les matins, il se balade dans la cour du fort, hein. Puis il est accompagné par un gardien qui sympathise un peu avec lui, qui a un ancien de la guerre de 14, qui a du respect avec lui. Et
à un moment, les gardiens ont planté des fruits, et il y a des fraises dans le petit jardin, là. Et il y a un des gardiens qui dit à Pétain, « Ah ben, ça y est, les fraises, elles rougissent. » Et Pétain lui dit, « Oui, de honte. » Je trouve que c'est quand même lui aussi qui a donné les pleins pouvoirs à Weygand pour constituer cette armée d'Afrique, en Afrique du Nord, qui va être l'ossature de l'armée de juin et de aurait été libérée de la même façon sans le général de Gaulle. Mais bien sûr. Bon, et pourquoi j'attaque le général de Gaulle? Pour 39-40, même pas, hein, même pas. Pourquoi j'en veux à certains types de l'entourage de Marine d'aller constamment à Colombelles et aux églises? Mais enfin, nom de Dieu, moi je fais partie de gens qui ont gagné la guerre d'Algérie. Voilà, on s'est battu, on a perdu des centaines de copains. J'allais venir à Algérie. Pour gagner la guerre, parce qu'une armée doit gagner la guerre quand on va faire. Elle était gagnée. Bon. Et on salue le général de Gaulle qui a bradé alors qu'on avait gagné, et on accuse Pétain qui a signé un armistice alors que tout était perdu. Qui a permis justement la reconquête. Tout ça ne ressemble à rien du tout. Et on peut se demander, ces 10 dernières années, il y avait eu un peu la vérité qui sortait, y compris sur les déportations, sur tout ça. Et puis là, depuis quelque temps, ça y est, pourquoi remettons toujours sur la sellette l'occupation? La France est en train de perdre son âme, elle est en train de perdre son identité. Nous sommes envahis de tous les côtés. Nous sommes gouvernés par des guignolos qui racontent n'importe quoi. On a des gars qui viennent nous expliquer que la seule façon de réduire les problèmes de l'immigration, c'est d'ouvrir les frontières. Oui, on entend ça tous les jours. Alors il y a tant de millions de malheureux, il y a des gens qui meurent de faim en France, soi-disant. Il y a pas de logement, il y a pas de travail, mais il faut qu'on ouvre tout ça parce que nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Malgré ces trahisons, on a toujours un parti communiste, ce qui est quand même absolument incroyable. Alors tu parlais de Gaulle. Oui. Bon, avant de brader l'Algérie en 1945, il a tout cédé aux cocos, ne l'oublions pas. À ces cocos qui ont été collabos, tu l'as bien montré, jusqu'en juin 1941, et ensuite ils ont été résistants, bon. Oui, mais pour leur propre compte, car ils avaient pour le compte de Staline, ils avaient comme objectif la prise du pouvoir. Alors moi je fais partie des gens qui ne confondent pas le militant communiste et les patrons communistes. Les patrons communistes, enfin les patrons du parti communiste, mais ces gens ont trahi. Alors moi, ce que je veux, et si je demande aux amis, et ça va se faire dans les semaines qui viennent, on va faire des meetings, on va faire des réunions, surtout à la rentrée, parce que là, les vacances vont arriver et tout, pour expliquer que nous disons non. Voilà. La mort de la France, nous n'en voulons pas. Nous ne sommes contre personne, mais nous ne sommes que pour la France. Eh bien, à 86 berges, je rejoins tous ceux qui veulent bien se lever, et nous allons remettre droit un parti avec des idées nationales. Des idées nationales. Nous avons le temps. Il y a 2 ans avant les élections législatives. Nous ne pouvons pas laisser parler des gens qui ne représentent pas nos idées. Et j'ai la fierté de dire, quand je suis parti, que j'ai quitté le Front National, je me suis tu depuis. C'est pas moi qui ai tué Le Pen, c'est sa fille. Je me suis tu, je l'ai fermé. Mais j'ai dit à Le Pen, je m'en vais parce que tu as donné le parti à ta fille qui ne représente en rien tes idées, pas plus que les miennes, et elle te foutra à la porte comme un chien. Eh bien, voilà le résultat. Alors, bordel, pour une fois qu'un type peut dire « j'ai eu raison », parce que moi j'avais 40 ans de militantisme. Moi, ça ne m'a jamais rapporté la politique. Le pognon que j'ai gagné, je l'ai mis dans le combat politique. Bon. Alors, à mes auditeurs... si j'avais voulu, je regrette de le dire, mais si j'avais voulu, j'aurais été député RPR d'une grande ville de France depuis 50 ans. Roger, alors, à mes auditeurs de Radio Courtoisie, nous parlons avec Roger Olindre de son livre « Ça suffit ». 1935-2015, 80 ans de mensonges et de calomnies. Un livre, je le répète, qui remet l'histoire à l'endroit, qui dit toutes les vérités qui fâchent et que Roger Olindre signera samedi prochain, samedi 9 mai,
de 9h à 13h, je répète, samedi prochain, 9 mai, de 9h à 13h, à la brasserie Le Magenta, 1 place Magenta, à Saint-Cloud. Oui, il faut monter la côte, passer devant la gare de Saint-Cloud, et c'est 500 mètres plus loin, au premier carrefour. Donc samedi prochain, vous pourrez rencontrer et acheter le livre absolument passionnant est un mot faible, parce que c'est un livre qui vraiment nous met sous les yeux la véritable histoire de la France depuis 80 ans. Alors, bon, toute l'histoire d'Algérie est remise telle qu'elle s'est passée. Roger, moi j'ai été grand reporter en Algérie, j'apporte exactement la même conclusion. Nous avions gagné la guerre sur le terrain. Et c'est un scandale, ce que De Gaulle ordonnait de faire, de tout lâcher, de tout abandonner, ce qui a entraîné le massacre de milliers d'Européens et de dizaines de milliers de harkis qui avaient choisi la France, alors que nous étions les vainqueurs. Il a consigné les troupes dans les casernes. C'est affolant. En plus, la France serait dans une meilleure situation aujourd'hui. On a bradé le pétrole d'Assim et Saoud que nous avions découvert et le gaz d'Assirmel. Tout ça est absolument de la folie. Il n'a jamais été algérien. Cette région du Sahara n'avait jamais entendu, vu un c'est un gâchis. Alors, il y a des chapitres. Je voudrais faire un petit avertissement sur le livre de Roger, dire à ses futurs lecteurs, méfiez-vous, parce que si vous mettez le nez dedans, vous n'allez pas le lâcher. Et alors, il y a des chapitres évidemment plus récents, bien entendu. Je vous ai dit, c'est jusqu'à nos jours. Alors, il évoque, dans les années 80-90, la diabolisation du Front National d'ailleurs et de tous les patriotes, Et puis, alors, on arrive là au retour de la propagande d'Staffel, avec tous les grands numéros sur l'antiracisme, le métissage obligatoire, le cosmopolitisme, le vivre ensemble, la préférence étrangère. Il souligne les inconséquences du pouvoir socialiste face à l'islamisation, à l'immigration, submersion. Parce que maintenant, le grand remplacement dénoncé par Renaud Camus, s'aggrave de jour en jour avec ce que Valeurs Actuelles, dans un récent numéro, a appelé le grand débarquement. Mais où allons-nous ? J'explique dans un chapitre aux gens qui s'étonnent de la situation qui nous arrive, là, qui nous tombe sur la tête, mais qu'est-ce qui pouvait arriver d'autre avec ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qui pouvait arriver d'autre avec ce qu'ils font ? Parce que si on ouvre la frontière à tous ces gens venus d'ailleurs et que nous sommes de bons Français, pas racistes, des bons chrétiens, on les accueille. Mais encore faut-il en faire des Français. Puis quand on a fait des Français de ceux-là, on dit on va en laisser rentrer d'autres. Puisqu'il n'y a plus de logement, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Non, c'est de la folie, c'est de la folie pure. Distribuons des entrées gratuites et tout sera réglé, disent ces imbéciles du matin au soir. Et si on écoute bien la télé, et moi je suis un grand reporter, je le suis resté. Quand il y a des émissions, je me mets devant ma télé avec mon calepin et puis mes stylos et je note tout. C'est pour ça que je dis à telle heure, tel connard a raconté ça, parce que je dis tel connard, mais est-ce que des gens qui ne racontent que des conneries. On peut pas dire des contre-vérités. Ça ne veut rien dire. Il faut employer des termes qui veulent bien dire. Ils disent n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Au nom des valeurs républicaines. Oui, au nom des valeurs républicaines. Tu as eu raison de souligner, je ne sais plus à quelle page de ton livre, que le peuple français littéralement était bafoué par Hollande, que tu surnommes non pas Normal Premier, mais Braguette Premier, ce qui m'a bien fait sourire. C'est un illusionniste. C'est flatteur. Tu parles aussi évidemment de Valls, l'enragé, lui. Alors il est toujours content de lui. Moi je l'appelle le petit matador. Il devrait boire de l'eau. Moi personnellement, j'ai rien contre lui, parce qu'on peut pas avoir servi dans l'armée coloniale, être un fanat de la Légion et puis être contre les étrangers. Moi, je suis pas contre les étrangers, mais de quel droit ce type, toutes les semaines maintenant, il dit les gens de droite en France ont toujours trahi le pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais lui aussi, je crois encore à la guerre d'Espagne. Mais Monsieur Valls, il devrait boire un peu d'eau de Vichy, ça le calmerait peut-être. Oui, et puis, bien entendu, tu évoques longuement le martyre des chrétiens, pas seulement d'ailleurs en Orient, parce qu'il y a une persécution des chrétiens
un petit peu partout. Et puis la christianophobie, malgré tout, qui monte en France, parallèlement à l'islamisation de notre malheureux pays. Mais là, en ce moment, tous les matins, il y a une chaîne de radio à qui je ne veux pas faire de pub, mais ils posent des questions aux auditeurs. Alors c'est toujours des questions, ça va toujours un peu contre la France, hein, parce que les gars qui sont là sont des malins. Ils arrivent à faire dire aux auditeurs le contraire de ce qu'ils démarrent dans leur discussion. Et là, cette semaine, j'ai noté que chez les Heures et tout, 3 fois, il y avait des gens qui disaient, mais enfin, monsieur, disait-elle, cette dame qui pleurait, moi, je travaille dans un hôpital. Je sais ce qui se passe. Hein. Ils m'insultent. Ils se conduisent comme des voyous et tout ça. Et l'autre con qui disait, mais pas d'amalgame, pas d'amalgame. Alors là, ben, c'est vrai, on est à la radio, il faut être poli. Faut pas dire le mot con. On peut le dire, puisque en deuxième partie d'émission, je reçois Gilbert Collard pour son dictionnaire de la langue de con. Quand il y a des gens qui ont été témoins, qui sont des ouvriers français, qui pâtissent et tout, et bon, on leur dit, mais non, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Moi, je n'ai jamais fait d'amalgame. J'ai des amis de toutes les couleurs. Je reçois chez moi des gens, des musulmans, des bouddhistes, des gens d'Asie, qui sont mes amis. Alors j'en ai marre de tous ces gens qui nous donnent des leçons tous les jours. Hein? Alors, des messages, Michel. Alors, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Gérard Marin. Alors, des messages des auditeurs. Une auditrice nous signale à propos de la réforme de l'éducation nationale une manifestation le 19 mai et diverses pétitions qui circulent. Un auditeur, une grande partie des enfants des gens du système sera remplacée par les populations issues de l'immigration. Eux aussi pourraient se rebeller. Une auditrice, je suis heureuse d'entendre Monsieur Olindre, qui semble en très bonne forme. Merci de nous expliquer votre position sur les conflits du Front National et sur le fait que Marine Le Pen soit quasiment plébiscitée par les médias. Un auditeur... Ce qui est suspect. Oui. Ben j'explique dans le bouquin. Oui. J'explique dans le bouquin. Lorsque la secrétaire que Gollnisch a embauchée pour faire sa campagne, quand il y a la campagne Marine Le Pen, Gollnisch, et cette fille que Gollnisch a embauchée, qui est une fille de grand talent professionnel, de démarchage vis-à-vis de la presse et tout ça, elle téléphone à Arlette Chabot. Elle lui dit, mais madame, ça fait plusieurs fois que je vous téléphone, hein, pour que vous invitiez Bruno Gollnisch, dont je fais la campagne, et vous n'invitez que Marine Le Pen. Et Arlette Chabot lui dit, franchement, mais mademoiselle, vous êtes bête ou pas? Je crois que vous êtes bête. Vous ne le voyez pas? C'est madame Le Pen que nous voulons, c'est pas monsieur Gollnisch. Donc si c'est pas une affaire montée, qu'est-ce que c'est? Alors, les messages. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, ce qui ruinera l'éducation nationale, c'est son corps enseignant. Il aurait fallu changer les choses il y a 30 ans, à l'époque de la manifestation de 1984 pour l'école libre. Un auditeur, les rois ont fait la France, la Première République voulait faire table rase du passé, la Cinquième République déconstruit la France. Un auditeur, l'émotion de M. Marin est compréhensible, c'est pourtant bien Jean-Marie Le Pen qui a promu sa fille au détriment d'autres à la tête du Front National. Demain, cela fera 61 ans que Dien Bien Phu tomba. Je souhaite que Radio Courtoisie honore dignement la mémoire de nos combattants. Un auditeur, la fausse droite s'apprête à poursuivre l'œuvre de l'UMPS en 2017. On ne peut pas nier que Marine Le Pen fait de son mieux pour sauver la France. Un auditeur, à votre avis, la droite UMP est-elle au courant de cette priorité aux immigrés donnée dans les écoles? Pourquoi ne fait-elle rien? Un auditeur, l'éducation totalitaire a commencé très tôt. En effet, le grand républicain Condorcet disait déjà « l'enfant appartient à l'État ». Nazis et communistes n'ont rien à envier à la révolution dite française. Un auditeur, n'oublions pas que l'appartement de Jean-Marie Le Pen a subi un attentat il y a plus de 30 ans. Vos réflexions sur l'école sont les miennes depuis plus de 20 ans. Un auditeur, un résistant dont on ne parle jamais, le communiste Georges Guingouin.
Un auditeur, peu savent que Pétain... Un boucher. Peu savent que Pétain avait mis en place un réseau de résistants à l'école militaire avec des gradés placés là pour intervenir en cas de besoin. Un auditeur, tous les observateurs étrangers qui ont assisté au procès du maréchal Pétain ont écrit que c'était un procès inique et injuste. Une auditrice, le maréchal Pétain a sauvé des juifs et a empêché des jeunes gens d'aller au STO. Un auditeur, dans la guerre d'Espagne, les Marocains étaient du côté de Franco et systématiquement massacrés lorsqu'ils tombaient aux mains des républicains. Un message d'un auditeur pour M. Olindre. Que pensez-vous de l'ouvrage de Paul Racine, Entretien avec Arnaud Benedetti, J'ai servi Pétain, aux éditions du Cherche-Midi? Moi, je l'ai sur ma table, je compte le lire cette semaine. Alors, je voudrais dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, avant d'écouter le Bobino, que le livre de Roger Olindre, Ça suffit, 80 ans de mensonges et de calomnies, est une arme merveilleuse pour soutenir justement des discussions, de pouvoir répondre, de pouvoir clore le bec des menteurs, des truqueurs, des manipulateurs professionnels. Pour ceux qui ne sont pas totalement informés, il est urgent qu'ils achètent ce livre pour connaître la vérité sur tous ces grands événements de l'histoire depuis 80 ans. Non seulement l'histoire toute récente de ces dernières années, mais les histoires des dernières décennies. Comme ça, ils pourront discuter. Or, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que l'inculture, et notamment l'inculture historique, croît d'une façon épouvantable en France. Donc c'est un livre particulièrement précieux pour enrichir son bagage. Voilà, donc je le recommande vivement. Et nous écoutons le Bobino. Dimanche 14 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 14 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Retenez, dimanche 14 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 €, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur de 2014 ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans. Merci Franck pour cette annonce. Eh bien, nous espérons bien entendu que les auditeurs de Radio Courtoisie viendront encore plus nombreux que l'année dernière et que les années précédentes à cette fête absolument extraordinaire qu'est la fête de Radio Courtoisie, une fête de famille, c'est banal de le dire, mais c'est une famille, une fête où l'on se sent bien, vraiment où l'on se sent bien parce que on a l'occasion de discuter avec des gens intéressants et pourront rencontrer évidemment tous les patrons d'émissions. Et je redirai, en ce qui concerne mon comptoir, comme on doit dire à Radio Courtoisie, que j'aurai Roger Olindre ici présent, j'aurai Jean Descartes, j'aurai Pierre Cassin pour le Guignol de l'Élysée et d'autres personnalités importantes. Je les citerai lors de mon émission du mercredi 3 juin. Voilà. Et alors, il faut rappeler, c'est très important, que Roger Olindre signe son livre « Ça suffit », 80 ans de mensonges et de calomnies, ça suffit. D'ailleurs, c'est intéressant ce qu'il est dit dans la couverture, outrageusement politiquement incorrect, bien sûr. Alors je signe le samedi 9 mai 2015 de 9h à 13h. Les gens pourront boire un pot, c'est une belle brasserie, pourront ici déjeuner le midi s'ils veulent. À la brasserie Le Magenta, 1 place Magenta à Saint-Cloud, c'est-à-dire on monte la côte, on passe devant la gare de Saint-Cloud, et il y a le tournant, là, c'est là qu'habite Le Pen. Il y a une place. Oui, et plus loin, à 500 mètres, après le tournant devant la gare, à 500 mètres, il y a un rond-point, et sur ce rond-point, il y a la brasserie Magenta. Donc, ils pourront non seulement acheter ton livre,
se le faire dédicacer, mais boire un coup à ta santé, et je l'espère aussi à la mienne. Parce que casser la croûte, mais pas sur mon compte. J'en ai bien besoin. Bon, Michel. Encore quelques messages, alors, d'un auditeur. Messieurs Olindre et Marin, qui pourra vous remplacer dans la génération suivante? Alors, je tiens à dire au sujet de l'anniversaire de la chute de Dien Bien Phu, nous faisons une manifestation demain à 11h au Monument aux Morts devant la mairie de Nogent, à Nogent-sur-Marne. Alors, je serai présent, il y a pas mal d'anciens de Dien Bien Phu et tout qui seront présents, il y a un dépôt de gerbes et un discours. Je rappelle que Roger Olindre a écrit un livre magnifique sur les combattants d'Indochine qui s'appelle « C'étaient des hommes ». Oui. Un livre absolument émouvant et qui rend hommage et qui rend justice à ces combattants bien oubliés aujourd'hui. Bien oubliés aujourd'hui. Alors, un auditeur, la liste établie par M. Ménard est purement logistique pour organiser les repas. Une auditrice, mon cœur est ravi d'entendre M. Olindre. Un auditeur, M. Olindre, vendra-t-il son livre le 14 juin à la fête de Radio Courtoisie? Oui, je répète que Roger Olindre sera au comptoir de Gérard Marin avec d'autres invités prestigieux le 14 juin et qu'il y aura plusieurs livres, dont ce dernier ouvrage qui coûte, mais on peut dire que vu la richesse du livre, qui fait, il faut le dire, 600 pages, oui. Il coûte 25 €. On a voulu avec l'éditeur le mettre pas cher justement, de façon que les gens un peu fauchés puissent l'acheter, parce que c'est un livre de combat, c'est un bréviaire de combat. Alors ça m'amuse parce que dans la 4e de couverture, il est souligné que cet auteur se refuse à pratiquer la langue de bois. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et que c'est intéressant de lire ça. On assume le franc-parler des hommes de conviction, synonyme de courage, voire d'abnégation et de sacrifice, devant les censeurs du politiquement correct, délibérément hostile à une France française. Voilà. Alors peut-être pour les nouveaux auditeurs de Radio Courtoisie, il y a tout de même, il en est tous les jours, comme disait Jean Ferré. Et il y a tout de même beaucoup de jeunes maintenant qui écoutent Radio Courtoisie. Il faut lire, peut-être rappeler la carrière extraordinaire de Roger Olindre. Il a été en 1944 un des plus jeunes résistants de France. Il est parti en Indochine à 17 ans, où il a servi à la 1re division navale d'assaut, puis en 2e séjour au 5e bataillon de commandos parachutistes coloniaux, puis en 3e séjour volontaire pour Dien Bien Phu au 7e bataillon de paracoloniaux. Il a été volontaire pour l'Algérie. Il a servi au commando du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Ça n'est pas rien. Il est titulaire de la médaille militaire, de la croix de guerre, TOE, avec 3 citations, de la croix de la valeur militaire avec 2 citations, d'une citation exceptionnelle pour son action envers la jeunesse musulmane. Il a été blessé 2 fois au combat, notamment dans un corps à corps après avoir infiltré une katiba rebelle avec 4 hommes. Voilà, donc on peut s'incliner devant Roger Olindre, et quand il dit les choses, je le répète, ça n'est pas du jus de crâne, ça ne sont pas des élucubrations, ça ne sont pas des inventions, ce ne sont pas des, comment dirais-je, des traficotages de l'histoire, ce sont des faits. Et à chaque fois, il donne les références. C'est autre chose que l'histoire de Vichy de M. Paxton. Voilà. C'est ça, cette histoire de Paxton, c'est quand même étonnant, c'est à crever de rire pour ne pas pleurer. Ce type n'était pas né, il n'était pas en France, et il écrit un livre pour expliquer aux Français ce qui s'est passé pendant l'occupation. C'est quand même, mais c'est ahurissant. Et il écrit tout ça en travaillant sur des archives allemandes. Mais c'est fou. Est-ce qu'il savait au moins que les États-Unis d'Amérique avaient un ambassadeur à Vichy auprès du maréchal Pétain? Et d'ailleurs, je parle longuement de Paxson. Je parle de Paxson, et je parle de toute cette période, et puis aussi de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est passé en Algérie, quoi. Michel?
Nous t'écoutons. Un auditeur, il faut rappeler que le dénigrement de Pétain dans l'histoire de France a été largement dû à De Gaulle qui voyait en lui un concurrent, bien qu'il ait reconnu par ailleurs que sans Pétain, lui, De Gaulle, n'aurait pas pu réussir. Absolument. Une auditrice, merci d'avoir invité notre Roger national. Enfin la vérité. Comme disait le maréchal Pétain, je hais les mensonges qui vous font tant souffrir. Et non, il a dit « Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal ». Il faut dire que l'auteur qui a écrit les discours du maréchal Pétain, c'était un juif. Oui, le mari de Mireille. Le mari de Mireille. Emmanuel Alors Berle. ça, quand même, il faut le savoir. À part ça, Pétain haïssait les juifs. Moi, j'ai connu son tailleur dans une loge maçonnique. Soi-disant. Je vais vous dire. J'ai connu son tailleur. J'arrive plus à retrouver son nom. Emmanuel Berle. Emmanuel Berle. Oui. Voilà. Et j'ai connu, moi, dans une loge maçonnique, un monsieur très âgé qui était le tailleur de Pétain à Vichy. Il était juif. Oui. Alors, et le mensonge est toujours là, pauvre France. Moi aussi, Roger, j'en ai marre. J'ai beaucoup de peine pour Jean-Marie, et bien d'accord, maintenant, cela sera sa fille. Au sujet de Pétain, un autre ouvrage de Henri Amouroux, 40 millions de pétainistes. Absolument, oui. Très Toutes bien les fait. séries publiées par Henri Amouroux sont excellentes. Une auditrice. Excellente. Bravo, monsieur Olindre, d'être toujours aussi vaillant au combat. Une auditrice, j'écoute avec ravissement monsieur Olindre. Quelle foi, quelle passion. Merci à lui pour ses discours. Et une dernière question. Avez-vous une idée d'à qui profite le crime dans la destruction de l'école ? À qui profite le À la crime ? doctrine. Aux mondialistes, c'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est effectivement que la nation française disparaisse et soit intégrée dans le mondialisme. Ils veulent la France et les voilà, c'est ça. Francs-maçons. Oui, donc ça- Alors, C'est exactement oui, c'est ça, le programme des pardon. Il nous francs-maçons. reste moins de 5 minutes. Je voudrais lire la fin du livre de Roger Olindre. Nous sommes officiels pour montrer un peu les contradictions de ce malheureux pouvoir socialiste. Nous sommes officiellement en guerre contre l'islamisme. Mais une manifestation prévue à Paris contre l'islamisation de la France par des associations légalement déclarées est interdite. Alors que dans la même ville, on a pu voir le même jour plusieurs centaines d'individus défiler en hurlant « Allah Akbar » contre l'islamophobie sikh et brandissant des dizaines de drapeaux de l'État islamique. Celui-là même qu'est parti combattre le Charles de Gaulle, rejoint peut-être demain par des éléments de notre armée de terre. Tout cela est minable, honteux, et prouve une chose évidente. Les élections ne servent plus rien en France, dans la mesure où, quelle que soit la majorité représentée à l'Assemblée nationale et au Sénat, la volonté du peuple est bafouée. Et de droite comme de gauche, les gouvernements successifs n'appliquent plus que le programme des loges maçonniques. Pourtant, la vérité est que sans amalgame et sans racisme, les Français veulent rester français, sur une terre française et chrétienne, et pensent que l'arrivée d'étrangers ne doit pas les obliger, même avec un gouvernement qui leur fait la part belle, à changer ni leurs us et coutumes, ni leur religion. Si les gens qui nous dirigent ne savent pas quel malheur est une guerre civile, c'est qu'ils sont des imbéciles dangereux, et ils doivent partir. S'ils ne voient pas qu'ils nous mènent à la guerre civile, c'est encore plus urgent. Seuls responsables de la catastrophique situation actuelle, ils doivent faire passer l'avenir du pays avant leurs utopies politiques et partir avant qu'il ne soit trop tard, afin que survive la France. Bravo Roger. Alors voilà, donc encore une fois, amis auditeurs, je vous demande instamment d'acheter et de lire ce livre et de le faire lire à vos grands-enfants, parce que ça n'est pas avec ce qu'on leur enseigne à l'école aujourd'hui et au collège et même à l'université qu'ils vont apprendre l'histoire de leur pays, l'histoire de leur patrie. Non, il faut lire Roger Olindre, ça suffit, 80 ans de mensonges et de calomnies. Et Roger, donc, une dernière fois, nous rappelons que tu signes ce livre à Saint-Cloud, samedi prochain. À la brasserie Le Magenta, place Magenta. Place Magenta. À 500 mètres après la gare. D'accord, c'est ce qu'on nous demandait de préciser par rapport à la gare. Voilà. Voilà. Et puis, pourriez-vous rappeler le nom de l'éditeur ? Alors, c'est Édition Élie Golland. Élie Golland, les éditions Élie Golland. Il nous reste combien, ami Franck ? Il nous reste 2 minutes, Roger. Eh bien, Une conclusion.
Je tiens à saluer une fois de plus les auditeurs qui sont toujours fidèles et leur dire que nous sommes quelques-uns à ne pas vouloir qu'ils soient déçus. Nous allons nous battre, parce que maintenant il faut se battre, démocratiquement, mais on va se battre. Voilà. Bravo, Roger, alors, bravo. Nous sommes peut-être la vieille garde, mais la vieille garde ne meurt pas et ne se rend pas. Voilà. Alors, un message, j'étais la secrétaire de Paul Racine. Pouvez-vous nous dire s'il est vivant? Je ne sais pas. Le gars qui a écrit le bouquin Paul sur Racine. Pétain, là, non? Non, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Je peux pas. Non. Faudrait que je regarde dans mes Désolé, cher auditeur ou chère auditrice. Un dernier message, Michel? Un grand bravo à Roger Olindre. Quand vous parlez du parti que vous voulez mettre en place, pouvez-vous être plus précis, son nom, sa composition? Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de composition pour l'instant. Dès que ça va être possible, je vais réunir les amis qui sont toujours prêts à repartir au combat et nous allons faire ce que nous avons fait au début de la création pour créer le Front National. Nous allons faire venir tous les groupuscules, tous les gens qui en ont marre, tous les gens qui veulent se battre et faire en sorte que sur un programme de 100 points, ils soient au moins d'accord sur 90 points. On sera jamais d'accord sur 100 points, mais sur 90 points. Et à ce moment-là, on verra pour se battre. Nous avons 2 ans pour présenter un type qui représente nos idées, un homme ou une femme qui représente nos idées à la présidence de la République. 2 ans, ça suffit largement. Pour que la France et les Français survivent. Bravo et merci, Roger. Ça suffit.